Lorsque le vallon à franchir n'est pas très large, une solution simple consiste à passer par-dessus à l'aide d'un tronc d'arbre. Cet exemple constitue le cas typique d'une poutre simple sur deux appuis. Dans ce cas, le mécanisme de transfert des charges est la flexion. La flexion utilise beaucoup moins efficacement la matière que la traction ou la compression simple. En effet, seules les fibres les plus écartées du centre du tronc seront sollicitées au maximum. Dès lors, la déformation sous les charges, au contraire de celle des arcs et des câbles, est importante. De plus, les efforts de flexion ne sont pas répartis de façon constante le long de la poutre. Si elle est isostatique sur deux appuis et pour une charge symétrique, les efforts de flexion augmentent au fur et à mesure que l'on s'écarte des appuis pour culminer au centre. Dans ce cas et sous une charge uniformément répartie, le moment, c'est-à-dire le produit d'une force par un bras de levier, I vaut QL carré sur 8. Il sera accompagné d'un second type d'effort et de contrainte, l'effort tranchant V qui entraîne des contraintes de cisaillement. L'effort tranchant maximum I vaudra ainsi QL sur 2. Si la poutre est chargée en son milieu par une charge ponctuelle P, le moment de flexion vaudra au centre PL sur 4. Par le principe des coupures, conservons uniquement la partie gauche de la poutre. Nous avons besoin d'un effort tranchant V pour l'équilibre vertical général de l'élément de structure et d'un moment extérieur M pour son équilibre de rotation. C'est ce moment qui conserve sa courbure au tronçon. Une telle courbure implique un raccourcissement des fibres supérieures de la poutre et un allongement des fibres inférieures. La déformation des fibres et les contraintes de réaction interne à la matière qui lui sont associées sont d'autant plus importantes que l'on s'écarte du centre de la section pour aller vers les fibres extrêmes. Ce sont ces contraintes de compression et de traction équivalentes aux forces Fc et Ft qui symbolisent leur intégrale multipliée par la distance z qui les sépare qui vont permettre de développer un moment interne. Celui-ci équilibre le moment externe occasionné par la mise en charge de la structure. Dès lors, plus haute sera la poutre, plus la distance séparant les fibres extrêmes augmentera. Plus le moment produit par les efforts internes sera important, et donc plus la poutre sera efficace. C'est ce que traduit la notion d'inertie, signifiée par la lettre I majuscule. Inertie qui augmente avec la puissance 3 de la hauteur de l'élément. Un moment de flexion dont l'amplitude varie le long d'un élément de structure s'accompagne d'un effort tranchant V. Ce type d'effort aura tendance à gauchir les volumes élémentaires de matière et contribuera aussi, mais dans des proportions moins importantes, à déformer la poutre. Si on isole un élément de matière, on remarque qu'il ne peut être en équilibre de rotation tant qu'il n'est soumis qu'à l'effort tranchant seul. Un second type de force à dominante horizontale, appelé effort rasant, sera nécessaire pour l'équilibrer. Ce type d'effort peut poser problème dans les assemblages horizontaux d'éléments qu'on aurait empilés pour reconstituer une poutre. De ce fait, les contraintes de cisaillement seront les plus importantes au centre d'une section vue en coupe ou aux lèvres d'une coupure, et elles diminueront en s'approchant des fibres extrêmes. Puisque les efforts tranchants sont proportionnels à la variation du moment fléchissant, ce sera en général aux appuis de la structure qu'il sera le plus important. Mathématiquement, l'effort tranchant V correspond à la dérivée des moments fléchissants. À son tour, la dérivée mathématique du diagramme des efforts tranchant V nous donne le diagramme des charges Q. De ce fait, un élément de structure soumis à flexion pure, M égale constante, ne rencontrera donc pas d'effort tranchant.
Au vu des mécanismes à l'œuvre dans une poutre, une première manière de la rendre plus efficace est de concentrer la matière près des fibres extrêmes. C'est là en effet que la matière est la plus sollicitée. C'est ce qui se passe lorsqu'on donne à une poutre la forme d'un I ou d'un treillis. Dans une telle poutre, l'effort tranchant sera repris par l'âme de l'élément. Celle-ci devra éventuellement être épaissie à proximité des appuis de la poutre. En faisant usage d'un treillis, on évide le centre de l'élément, ce qui allège considérablement la structure. Mais cela pose un problème pour la reprise des contraintes de cisaillement. Nous étudierons le mécanisme de reprise des charges du treillis dans la séquence qui lui est spécifiquement consacrée. Une seconde amélioration de la poutre isostatique, chargée symétriquement, peut être obtenue en remarquant que le moment n'est vraiment maximum qu'au centre et devient tout à fait nul aux appuis. Pourquoi ne pas adapter la distance entre nos fibres extrêmes à l'importance du moment sollicitant? C'est ce qui est fait dans les ponts bowstring, ou les poutres sous-tendues comme illustré ici.